Dans le Sahel, un changement radical a éclaté en octobre 2025, bouleversant des décennies de dépendance et de soumission. Le général Ibrahim Traoré, chef du Burkina Faso, a mené une offensive qui allait non seulement remodeler l'avenir de sa nation, mais également redéfinir l'équilibre du Sahel tout entier. En l'espace de 4 heures, l'armée du Burkina Faso, alliée à celle du Mali et du Niger, a pris un contrôle total sur des zones autrefois perdues. Mais ce n'était pas seulement une victoire militaire. C'était un acte de souveraineté et d'affirmation du pouvoir africain, sans demander la permission à quiconque. Ce moment marquait un tournant historique. L'impact de l'attaque d'octobre 2000 allait bien au-delà d'une simple victoire militaire. Ibrahim Traoré et ses alliés ont prouvé qu'il était possible pour l'Afrique de reprendre le contrôle de son propre destin, sans la nécessité d'une aide extérieure. Cette victoire a ravivé l'espoir dans les cœurs des peuples du Sahel, longtemps submergés par la peur et la dépendance. Pour la première fois, la région a pris l'initiative et a défini son propre champ de bataille. Cependant, le risque était immense. La stratégie audacieuse de Traoré a risqué de tourner en échec, laissant ses troupes sans soutien international et sans recours. Les observateurs étrangers, qui avaient longtemps douté de la capacité des nations africaines à se défendre seules, se sont retrouvés face à un défi inattendu, l'émergence d'une force régionale cohérente et autonome. Mais la question demeure, cette victoire sera-t-elle le début d'une renaissance pour le Sahel, ou simplement une victoire éphémère qui sera effacée par la prochaine crise? Le 2 octobre 2025, à l'aube, un événement majeur se préparait dans le désert du Sahel. Alors que le monde restait figé dans l'attente, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont uni leurs forces pour une opération sans précédent. Ibrahim Traoré, le général burkinabé, a convoqué ses officiers sans cérémonie ni grande déclaration publique. Au centre de cette offensive, il y avait une décision impérieuse. Nous définirons le champ de bataille. Ce fut le point de départ d'une stratégie qui allait renverser des décennies de dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. La situation semblait désespérée. Les autorités mondiales, en particulier celles des anciennes puissances coloniales, ne croyaient pas à la capacité de ces pays de mener une telle opération seuls. Pourtant, Traoré et ses alliés ont fait quelque chose de fondamentalement différent. Plutôt que de chercher une aide extérieure, ils ont choisi de se préparer et de se réinventer sur le terrain. Les premiers signes de cette transformation sont apparus lorsque l'armée burkinabé a commencé à utiliser des réseaux locaux chiffrés, développés par de jeunes ingénieurs africains. Ce n'était plus une guerre contre des envahisseurs étrangers, mais une guerre pour la souveraineté, la dignité et le contrôle local. Les armes utilisées étaient nos locales, les drones construits à Niamey et la coordination entre les 3 armées sahéliennes était un modèle de résilience et d'autonomie. Cette action s'inscrivait dans une logique bien plus large, redonner au Sahel une place sur la scène mondiale, non comme victime, ni comme acteur de son propre avenir. Ibrahim Traoré, un homme marqué par l'histoire de son pays, n'est pas simplement un leader militaire. Il est le symbole d'un changement radical dans la manière dont l'Afrique se voit et agit. Né dans un Burkina Faso longtemps sous l'influence d'acteurs extérieurs, il a grandi avec l'idée que la dépendance serait le fardeau de son peuple. Mais Traoré ne se contenta pas de suivre les chemins tracés par les anciennes puissances. Ses premiers pas en tant que chef ont été guidés par une volonté de briser ce cycle. Loin des projecteurs mondiaux, il a rassemblé ses forces avec une clarté visionnaire, concentrée sur la réinvention de ses propres capacités plutôt que de compter sur des alliés étrangers. Ses proches le décrivent comme un homme calme, méthodique et exigeant, ne laissant rien au hasard. Dans une salle de Ouagadougou, il réunissait ses commandants autour d'une simple carte du Sahel, leur disant « Si nous pouvons partager la douleur, nous pouvons partager le commandement. » Ce fut un moment clé, où le leadership de Traoré n'était plus seulement stratégique, mais profondément humain. Il savait qu'une armée forte n'était pas celle qui obtenait des armes dernier cri, mais celle qui maîtrisait son environnement et ses propres moyens. Quelques jours plus tard, la première grande offensive des forces sahéliennes commença.
En agissant ainsi, Traoré démontrait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une guerre physique, mais d'une bataille pour la reconnaissance et la dignité d'une région tout entière. Dès le début, il a orienté son pays vers une nouvelle ère de souveraineté et de résilience. L'opération de octobre 2025 a débuté dans un climat de tension extrême. Le Sahel, une région déjà épuisée par des années de conflits et de dépendance aux interventions étrangères, était au bord de l'effondrement. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger avaient vu leur territoire envahi et leurs ressources exploitées. Mais cette fois-ci, les pays de la région ont décidé de ne plus attendre l'aide extérieure. Le 2 octobre, l'attaque a été déclenchée à l'aube. Les premières vagues d'assaut ont frappé avec une précision inouïe, détruisant les positions ennemies et coupant les lignes de communication de l'organisation terroriste JNIM, qui contrôlait une grande partie du désert. Le général Traoré a supervisé l'opération depuis le quartier général, gardant un contrôle strict sur les actions de ses troupes. Les soldats du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont mené une attaque coordonnée avec une efficacité que beaucoup jugeaient impossible. L'armée de JNIM, prise au dépourvu, a vu ses lignes d'approvisionnement et de commandement pulvérisées en moins de 24 heures. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, mais un message politique. L'Afrique pouvait se défendre seule. Les frappes aériennes, guidées par des drones maliens fabriqués localement, ont désorienté l'ennemi et supprimé leur mobilité. Le terrain, qu'on croyait inexploitable, est devenu un atout stratégique pour les forces sahéliennes. Ce qui rendait l'opération encore plus marquante, c'est que les attaques ont été menées sans la supervision d'aucune puissance étrangère. Les drones et les systèmes de communication étaient entièrement africains, construits localement dans des laboratoires de Niamey et de Bamako. Cela a marqué un tournant décisif dans l'histoire militaire de la région. Les soldats, bien que conscients des enjeux colossaux, ont avancé méthodiquement, sachant qu'ils se battaient pour plus que leur survie. Ils se battaient pour leur dignité. À Arbinda, dans le Burkina Faso, un vieux paysan, observant les explosions au loin, murmura « La terre elle-même se bat ». Et c'était vrai. Ce n'était pas simplement une guerre contre un ennemi extérieur, mais une guerre pour redéfinir l'identité et l'avenir du Sahel. Les frappes successives ont détruit les bases terroristes, ne laissant que des cendres et des décombres sur ce terrain autrefois occupé par la peur. La vitesse et l'efficacité de l'opération ont stupéfié les observateurs internationaux. En moins de 48 heures, plus de 120 positions ennemies ont été neutralisées sur une superficie de près de 600 km². Un exploit logistique et stratégique sans précédent. La riposte de l'Alliance des États du Sahel a démontré la maturité de sa coopération militaire et son développement d'une autonomie technologique. Les résultats de l'opération d'octobre 2025 ont été mesurés non seulement par les succès militaires, mais aussi par des chiffres qui ont révélé la profondeur de la transformation opérée par l'Alliance des États du Sahel. Plus de 120 positions ennemies ont été neutralisées dans un rayon de 600 km. Un exploit stratégique sans égal. Ce chiffre seul témoigne de l'efficacité des forces sahéliennes. Ce n'était pas seulement un coup de chance ou une action ponctuelle. C'était une démonstration du contrôle régional retrouvé. Les pertes civiles ont été étonnamment faibles, estimées à moins de 3% des victimes dans les zones d'opération, un taux exceptionnellement bas pour une offensive de cette ampleur. Cela a été un témoignage direct de la précision de l'attaque et de l'engagement des forces à minimiser les dommages collatéraux tout en visant un objectif précis, la neutralisation de JNIM. Les technologies locales ont joué un rôle essentiel dans cette réussite. Le Burkina Faso a utilisé ses propres drones, produits localement à Niamey, pour fournir des images en temps réel et des données de reconnaissance. Ce système a permis une réponse immédiate au mouvement des groupes terroristes, réduisant le temps entre la détection et l'attaque à seulement quelques heures. Là où les missions étrangères avaient nécessité des semaines pour mettre en place une opération similaire, l'Alliance des États du Sahel a démontré sa capacité à agir en seulement 72 heures.
un facteur clé qui a réduit non seulement les coûts, mais aussi le temps de réaction. Ce délai était 4 fois plus rapide que les standards internationaux en matière d'opérations militaires. Sur le terrain, la coopération entre les 3 pays a été exemplaire. Les batteries SR-5 du Burkina Faso, les drones maliens et les unités blindées nigériennes ont fonctionné avec une synchronisation parfaite. Chaque mouvement, chaque décision était le fruit d'une planification minutieuse et de l'utilisation d'une technologie avancée conçue localement. Les ressources séliennes ont été utilisées de manière optimale, prouvant qu'une armée bien formée et bien équipée, même sans l'appui direct d'alliés étrangers, peut accomplir des exploits remarquables. Les résultats étaient là, palpables. Un ennemi en déroute, des bases détruites et un message fort envoyé au monde. L'Afrique peut se défendre seule, et elle le fera à sa manière. Lorsqu'on examine les résultats des Zarouta de l'attaque d'octobre 2025, 2 arguments opposés émergent. D'un côté, cette victoire démontre la capacité de l'Afrique à se défendre seule, sans le besoin de soutien extérieur. Et l'exemple de l'Alliance des États du Sahel est un modèle de souveraineté et d'indépendance. Cette perspective se base sur l'efficacité de l'opération et les résultats impressionnants obtenus en moins de 48 heures. Les pertes humaines ont été minimisées, la technologie utilisée était locale, et les forces sahéliennes ont pu s'appuyer sur des réseaux de communication et des drones fabriqués sur le sol africain. Ce succès a brisé les stéréotypes qui persistent à l'échelle mondiale, selon lesquels les pays africains ne peuvent pas mener d'opérations militaires complexes et coordonner des actions sur un territoire vaste et difficile. Cependant, de l'autre côté, il existe une contre-argumentation qui se concentre sur le risque inhérent à une telle stratégie. Certains experts estiment que l'audace de l'opération de Traoré pouvait tourner à l'échec, notamment en raison de la dépendance à des ressources locales et de l'absence de soutien externe. L'idée de gérer un tel conflit sans les soutiens traditionnels des puissances mondiales comporte un risque élevé, surtout lorsque les groupes terroristes opérant dans la région sont équipés de moyens sophistiqués et sont souvent soutenus par des réseaux internationaux. L'isolement militaire pourrait entraîner des répercussions géopolitiques, avec des sanctions ou des pressions internationales. La prudence diplomatique pourrait bien être un prix à payer pour l'indépendance militaire. Certains alliés africains eux-mêmes se sont montrés réticents à soutenir ouvertement l'Alliance des États du Sahel, de peur que cette prise de pouvoir locale n'entraîne une rupture avec des partenaires internationaux cruciaux, ce qui pourrait isoler davantage le Sahel. Les observateurs externes ont souligné que l'absence d'une solution de compromis pourrait rendre la région plus vulnérable à des fractures internes, notamment au sein de l'Alliance des États du Sahel, où les tensions politiques et les divergences idéologiques pourraient surgir à long terme. Ainsi, le véritable défi réside dans la capacité de l'Alliance des États du Sahel à maintenir cette dynamique d'indépendance, tout en naviguant dans un environnement mondial où les influences extérieures sont omniprésentes. Ce qui peut sembler être une victoire éclatante aujourd'hui pourrait être mis à l'épreuve par des défis internes et externes à l'avenir. Cette fois, c'est nous. Cette phrase, prononcée par un habitant d'Arbinda au milieu des décombres, résume parfaitement l'essence de la victoire du Sahel en octobre 2025. À ce moment, il n'était plus question de subir ou de répondre aux actions extérieures. C'était un acte de redéfinition, où les peuples de la région ont pris le contrôle de leur destin. Le monde extérieur observait, stupéfait. Ce n'était pas simplement un succès militaire, mais une victoire symbolique, un message clair envoyé aux puissances mondiales. Le Sahel n'était plus un terrain d'opération pour les intérêts étrangers. Ibrahim Traoré, avec sa présence calme et déterminée, avait insufflé une nouvelle dynamique de leadership local, fondée sur l'autonomie et la souveraineté. La décision de définir le champ de bataille est devenue le pivot de cette transformation. Ce moment a marqué un tournant, non seulement pour la région, mais aussi pour l'Afrique dans son ensemble. Ce qui a commencé comme une lutte pour la survie s'est transformé en un acte de déclaration, un acte de fierté nationale et régionale.
Ce n'était plus l'Afrique dépendante, c'était l'Afrique souveraine et résolue. Les conséquences de l'opération d'octobre 2025 ont été profondes et multiples, bien au-delà de la victoire militaire sur JNIM. Pour les habitants du Sahel, le changement a été immédiat et tangible. Dans les villages frontaliers, la peur qui régnait depuis des années a commencé à se dissiper. Les habitants se sont retrouvés face à une réalité nouvelle, où la menace de l'extrémisme semblait soudainement maîtrisée. Ce n'était pas seulement un soulagement immédiat, mais une transformation psychologique profonde. Le peuple sahélien, qui avait longtemps été considéré comme la victime des conflits géopolitiques, est devenu un acteur à part entière de son propre avenir. « La terre elle-même se bat », disait un vieux paysan. Les populations locales ont commencé à prendre confiance, non seulement dans leurs armées, mais aussi dans leur capacité à défendre leurs terres et leur souveraineté. Du côté militaire, la coopération entre les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel a redéfini le rôle de l'Afrique sur la scène géopolitique mondiale. Loin d'être un acteur secondaire, l'Afrique s'est devenue une puissance de premier plan dans la gestion de ses propres crises. Le modèle de l'Alliance des États du Sahel a prouvé qu'il était possible de coordonner des actions militaires complexes de manière autonome, sans avoir besoin d'une supervision étrangère. Cela a permis de renforcer le sentiment de fierté et de cohésion parmi les peuples du Sahel. Les pertes humaines, estimées à moins de 3%, ont été un autre aspect marquant de cette opération, où la précision et l'efficacité des frappes ont minimisé les dommages collatéraux. Mais les résultats de l'opération ont aussi eu des répercussions sur le plan international. Les anciennes puissances coloniales et leurs alliés se sont retrouvés déstabilisés par cette démonstration de force. Les critiques à l'encontre de Traoré ont commencé à émerger, notamment sur les risques de militarisation de la souveraineté et sur l'absence d'une solution diplomatique. Pourtant, les faits sont là. Les pays du Sahel ont pris leur destin en main, prouvant qu'ils pouvaient se défendre seuls. Ce n'était pas seulement une guerre militaire, mais une guerre pour la dignité, l'identité et l'indépendance. La réaction internationale a été partagée. D'un côté, des pays comme la France et les États-Unis ont exprimé leurs inquiétudes sur la montée de l'autoritarisme en Afrique. Mais de l'autre, des voix s'élevaient pour saluer la capacité des États africains à se défendre sans avoir recours à des puissances extérieures. Cette ambivalence a créé un nouveau défi pour les dirigeants du Sahel. Maintenir cette souveraineté retrouvée tout en gérant les relations complexes avec leurs anciens partenaires internationaux. La véritable question, à ce moment-là, était de savoir si cette victoire militaire pourrait se traduire par une stabilité politique durable, ou si elle risquait d'être éphémère, érodée par des tensions internes ou des pressions extérieures. Alors que l'Alliance des États du Sahel célébrait sa victoire en octobre 2025, 3 trajectoires se dessinaient pour l'avenir du Sahel. D'abord, dans le scénario de base, on envisage une consolidation de la situation actuelle. Dans ce cas, l'alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger reste forte, unie par l'objectif commun de maintenir la sécurité et d'assurer la stabilité régionale. Les forces sahéliennes continuent à se coordonner de manière fluide, et la coopération militaire entre les 3 pays se renforce, permettant ainsi une défense autonome et efficace. Toutefois, même dans ce scénario relativement optimiste, des tensions internes s'y sont possibles. Les défis socio-économiques pourraient créer des divisions, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources, la reconstruction des infrastructures et l'intégration des déplacés internes. La fatigue pourrait aussi s'installer, mettant à l'épreuve la volonté politique de maintenir un équilibre entre souveraineté et coopération régionale. Ensuite, dans le scénario optimiste, on imagine une expansion du modèle sahélien au-delà des frontières du Sahel. L'effet domino que pourrait provoquer le succès de l'Alliance des États du Sahel inciterait d'autres nations africaines à adopter la même approche, une gouvernance locale renforcée, des capacités de défense autonomes et une coopération sud-sud accrue. Cela pourrait déboucher sur une transformation radicale de la géopolitique africaine. Les États africains
ne seraient plus vus comme des victimes de l'ingérence étrangère, mais comme des acteurs stratégiques capables de résoudre leurs propres crises. Cette évolution serait soutenue par un climat diplomatique favorable, avec des sanctions internationales levées en réponse à l'approfondissement de la coopération régionale. Les partenariats avec d'autres pays africains, et même des puissances comme la Chine ou l'Inde, pourraient se multiplier, entraînant un renforcement économique et militaire du Sahel. Cependant, il existe aussi un scénario pessimiste, où des fractures politiques et sociales pourraient fragiliser l'alliance des États du Sahel. Si des divergences idéologiques entre les dirigeants du Sahel émergent, cela pourrait provoquer des tensions internes, menaçant l'unité de l'alliance. Les campagnes de désinformation, alimentées par des acteurs externes, pourraient exploiter ces failles, semant la discorde et affaiblissant les bases politiques du Sahel. De plus, des pressions économiques extérieures pourraient nuire à la stabilité. Les partenaires économiques et internationaux, en particulier les anciennes puissances coloniales, pourraient se retirer en raison de préoccupations sur l'autoritarisme croissant dans la région. Si ces tensions ne sont pas gérées, le Sahel pourrait se retrouver plongé dans une instabilité interne, marquée par des conflits de leadership, des rivalités entre les pays membres de l'Alliance des États du Sahel et une dépendance croissante vis-à-vis des puissances étrangères pour résoudre ces crises. L'impact de l'opération d'octobre 2025 ne s'est pas limité au champ de bataille. Il a également résonné profondément dans les cœurs et les esprits des peuples du Sahel et au-delà. Pour les habitants de la région, la victoire a marqué un changement fondamental dans leur perception de leur propre pouvoir. Le Sahel, longtemps considéré comme un centre de souffrance et de dépendance, est devenu un symbole de résistance et de résilience. Le message porté par Ibrahim Traoré et ses alliés a touché une corde sensible, celui que les peuples du Sahel pouvaient, eux aussi, définir leur avenir sans l'intervention de puissances extérieures. La phrase « Cette fois, c'est nous » n'a pas seulement été un slogan populaire, mais un cri de fierté et d'autonomie. Cela a inspiré d'autres nations africaines à croire qu'elles pouvaient également prendre le contrôle de leur destinée, sans attendre la permission du monde extérieur. Les effets de cette victoire ont dépassé les frontières du Sahel. À travers le continent africain, cette action a ravivé un espoir longtemps étouffé. Les jeunes, particulièrement, ont vu en Ibrahim Traoré et ses alliés des modèles de leadership audacieux. Dans les rues de Ouagadougou, Bamako et Niamey, des panneaux ont commencé à apparaître, portant des messages inspirés par l'opération. Nous définissons le champ de bataille. Ce message ne s'adressait pas seulement au régime en place, mais aussi à la population civile. Ce fut une déclaration de pouvoir pour tous. Un message que le changement est possible, que le leadership peut venir de l'intérieur et que la souveraineté retrouvée peut se traduire en dignité et en indépendance pour les générations futures. Mais au-delà des discours et des symboles, l'impact est également tangible. Les relations entre les pays du Sahel ont été redéfinies et les peuples de la région ont commencé à prendre en main leurs propres affaires. Cette victoire n'était pas la fin d'un conflit, mais le début d'une prise de conscience collective. Le Sahel ne serait plus jamais un endroit où l'on attendait la main tendue du monde extérieur, mais un endroit où l'on forgeait sa propre voie. La victoire d'octobre 2025 n'a pas seulement apporté un soulagement immédiat pour les nations du Sahel, elle a aussi jeté les bases d'une transformation profonde et durable. Le gouvernement dirigé par Ibrahim Traoré a rapidement lancé un plan en 5 étapes pour garantir la souveraineté et la stabilité à long terme dans la région. D'abord, la première étape de ce plan visait à consolider la défense, en renforçant les capacités militaires locales. Un programme de formation commun a été lancé entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger pour créer une nouvelle génération de commandants militaires capables de penser et d'agir de manière indépendante, avec une vision locale
plutôt que sous l'influence de puissances extérieures. Ensuite, la deuxième étape a consisté à sécuriser l'économie de la région, en particulier dans les zones anciennement touchées par le conflit. Là où les bombes sont tombées, nous planterons du grain, a déclaré Traoré, soulignant l'importance de la reconversion des anciennes zones de guerre en zones agricoles productives. Ce changement visait à rétablir les conditions de vie et à favoriser la stabilité économique en encourageant la production locale. Puis, le plan de Traoré a mis l'accent sur la maîtrise de la technologie. Le Sahel, longtemps dépendant de l'extérieur pour ses besoins technologiques, a entrepris de développer ses propres réseaux de communication et de cybersécurité. Un centre régional de cybersécurité a été lancé à Niamey, tandis que des initiatives locales ont été mises en place pour renforcer les capacités en matière de drones et de surveillance. Après cela, la quatrième étape portait sur la reconnexion des communautés, avec des programmes d'échange culturels et civils entre les pays voisins, pour réduire les divisions créées par des années de guerre. Enfin, l'institutionnalisation de la souveraineté a été mise en place, avec la création d'un conseil permanent de l'Alliance des États du Sahel, chargé de coordonner la diplomatie, les infrastructures et la gestion des crises dans la région. Le but était de garantir que la souveraineté retrouvée ne soit pas seulement militaire, mais aussi politique et économique. Ibrahim Traoré n'a pas seulement changé le cours de la guerre, il a redonné au peuple sahélien un bien plus précieux, la fierté. La guerre était terminée, mais ce qui avait été gagné allait bien au-delà des simples victoires militaires. Le Sahel n'était plus un lieu de soumission, mais un territoire d'émancipation, où les peuples se sont levés pour affirmer leur droit à l'autodétermination. Lorsqu'il retourna sur les lieux de la bataille, quelques semaines après l'opération, Traoré se souvint de l'impact que cette victoire avait eu. « Le lion se souvient », dit-il en posant sa main sur le sable chaud de Tindiban, là où jadis l'ennemi avait imposé sa terreur. Cette phrase, simple mais puissante, est devenue le symbole d'une région qui, après des années de souffrance et d'humiliation, s'était redressée avec une dignité retrouvée. La guerre n'était plus qu'un chapitre clos, mais un nouveau départ, un retour à soi pour des peuples qui avaient trop longtemps été invisibles aux yeux du monde. Ce n'était pas un simple combat pour la terre, mais pour l'identité et la dignité du Sahel. Dans les villages, les tambours résonnaient à nouveau, mais cette fois, pour célébrer les vivants, non les morts. Le peuple sahélien n'avait pas seulement défendu son territoire, il avait redéfini son avenir. L'histoire du Sahel, telle qu'écrite en octobre 2025, n'est pas simplement celle d'une victoire militaire, mais d'une renaissance qui mérite d'être partagée et célébrée. Ibrahim Traoré et ses alliés ont montré au monde que la souveraineté n'est pas une faveur, mais un droit que chaque nation a le pouvoir de revendiquer. Le Sahel, longtemps perçu comme un terrain d'incertitude et de conflit, est désormais un exemple de ce que peut accomplir une région lorsqu'elle choisit de définir son propre destin. Mais cette victoire n'est pas un aboutissement, c'est un appel à l'action pour d'autres nations qui aspirent à l'autodétermination. Ce modèle sahélien, fondé sur la résilience, l'autonomie et la coopération, est désormais une source d'inspiration pour toute l'Afrique. Nous devons tous nous demander si chaque peuple décidait de définir son propre champ de bataille, non pas par la force des armes, mais par la force de la volonté collective, qu'accomplirait-il ? Le Sahel a montré que tout est au possible. Maintenant, c'est à vous de décider comment cette histoire résonne dans vos propres vies et dans celles des générations futures. Ensemble, construisons un avenir où chaque voix compte, chaque action a un impact et où la dignité humaine est au cœur de chaque décision.